Bienvenue à bord d'une Honda Prélude de 1981. Là, on est vraiment dans la Youngtimer, un modèle qui est quand même assez rarissime. Ouais. Et qui t'appartient. Et qui m'appartient, que j'ai acheté il y a quelques mois. C'est une voiture qui me faisait rêver quand j'étais gamin. Mon copain Bruno ses parents avaient une Mazda 929 et Ah oui, c'était quand même plus gros déjà. C'était plus gros, mais on aimait bien le coupé japonais, quoi. On trouvait que c'était vraiment une voiture stylée, quoi. C'était la voiture stylée dans les années 80. Et celle-là, elle était d'autant plus stylée qu'elle me faisait penser à la Ford Mustang, mais dans des gabarits plus acceptables. Ouais. Et pas avec le même moteur, parce que là, on a... C'est un gentil 4 cylindres de 80 chevaux quand même, ce qui fait un rapport poids-puissance de 10 kg par cheval, ce qui est pas mal pour une voiture de 1980. Parce que la voiture fait quoi, moins de 1000 kg? Elle fait 810 kg. 810 kg, donc... Mais, enfin, 81 chevaux, maintenant, ça paraît ridicule. Mais quand même, à la fin des années 70, c'était quand même une voiture assez puissante. Surtout pour un 1,6 L avec un carburateur, pas de turbo, rien. C'était plutôt un très bon moteur, oui. Alors, ce qui est quand même, moi, ce qui m'a frappé, c'est quand même l'habitacle. Il y a quand même des petits détails. Notamment, moi, ce qui me fait halluciner, c'est la radio qui est intégrée. Ah oui, la radio, c'est Max Meignier, les grosses têtes, la valise. Ouais, c'est grandes ondes, petites ondes, il n'y a pas de FM. Il n'y a pas de FM, grandes ondes, petites ondes. Et c'est les stations qui sont programmées. Donc, tu écoutes France Inter, tu écoutes les animateurs de France Inter de l'époque. C'est resté bloqué en 78. Hein. C'est vraiment, tu t'attends à attendre Jacques Pradel et Françoise Dolto. Jeune. Ouais, Jacques Pradel. Mais bon, il y a aussi une montre. C'est pas des aiguilles. C'est une montre à quartz. C'est une montre à quartz et c'est écrit dessus. Ouais, ouais. Et ça, c'est la classe. Ça, c'est la classe. C'était quand même le top du top de la modernité, quoi. On se rappelle tous des montres Casio qu'on avait au poignet quand on était gamin. Exactement. Et là, on est dedans, quoi. C'est vraiment l'affichage digital. Et en plus de ça, il y a une présentation du tableau de bord qui est aussi particulière avec le compteur de vitesse. Et en dessous, enfin pas en dessous, mais dans un cercle, ouais, dans le contour. Et avec tous les affichages aussi qui sont au centre. Alors moi, il y a un truc aussi qui m'a fait quand même halluciner pour l'époque, c'est qu'il y a le témoin d'ouverture de porte et de coffre. Absolument. Alors, même encore aujourd'hui, genre des Clio, etc., n'ont pas ça. Hein. Ah oui, tu as des tas de voitures qui ne l'ont pas. Hein. Mais c'était une voiture de bonne qualité, quoi. C'était un haut de gamme décidé aux États-Unis. Ce qui est marrant, c'est que tu as les vitres mécaniques et le toit ouvrant électrique. Ouais. Donc, mais tu as des tas d'accessoires comme ça, et tu avais un niveau de finition qui était quand même assez élevé, et surtout que la voiture n'a pas pris 1 gramme de rouille sur la structure. Ouais, là, c'est vrai que je l'ai inspecté quand même brièvement, mais c'est vrai que la peinture, il n'y a pas une cloque de rouille, il n'y a rien. Donc, est-ce que c'était les traitements de l'époque qui étaient très performants? L'acier japonais avait bonne réputation, ils étaient sur un marché de conquête, ils voulaient montrer qu'ils étaient mieux que le reste du monde. Bénéfice net, 35 ans après, la caisse est super saine. Quoi. Le contrôle technique, ils étaient sur les fesses quand ils l'ont vu. Parce qu'on rappelle qu'à cette époque-là, les Françaises, ou même surtout les Italiennes, rouillaient allègrement. Hein. Autre élément aussi, moi qui ai une GS Break de 1978, donc qui est quasiment contemporaine de celle-là, ouais. Moi j'ai une boîte 4 vitesses, alors que là, tu as une boîte 5. Ouais. C'est quand même assez rare pour l'époque. Hein. C'est assez rare, ça permet une consommation assez modeste finalement. Ouais, donc tu fais combien à peu près? Je fais même pas du 8-9 litres en moyenne. Ouais, pour une voiture de cette époque... Pour une voiture de cette époque, c'est plutôt pas mal. Et après, donc toi qui as roulé un petit peu avec... Enfin, qui a roulé avec, oui, pas un petit peu, qui a roulé avec... Est-ce qu'elle est encore moderne cette voiture? Elle est plus moderne que les autres voitures de son époque. Ouais. Elle est plus moderne. Des années 70. Elle est plus moderne que les autres voitures des années 70, quoi. Honnêtement, elle n'est pas moderne comme une voiture du début des années 90, mais on n'a pas les désagréments des voitures des années 70, quoi. Il y a un starter qui est mécanique, mais là j'ai changé la batterie, tout va bien, quoi. La batterie alternateur. Oui, c'est vrai que tout à l'heure, quand elle a démarré, elle ratatouillait pas, quoi. Hein. Ouais, exactement. Tu attaques, elle part. Bon, il fait doux aujourd'hui, mais je l'ai roulé en hiver. C'était pareil. Elle démarrait tout de suite, quoi. C'était pas le. Donc, est-ce que les Japonais, justement, qui ont quand même bâti aussi leur réputation sur cette fiabilité, est-ce que cette prélude-là a contribué à cette image?
Je pense, ouais, comme c'était sur une base de Accord, c'était sur la base de la Honda Accord. L'avant ressemble à celui de la Civic, mais toute la mécanique, le régulateur de tension, l'alternateur, le moteur, c'était le 1,6 litre qu'on retrouvait dans l'Accord. Évidemment, il était plus performant dans la Prélude, parce que beaucoup plus légère, parce que 2 portes, parce que sportive, entre guillemets. Hein. Mais on était plus sur une voiture plaisir et récréative. Mais effectivement, il y avait un côté, on veut rivaliser avec des voitures qui existent déjà. Et en France, tu as une idée un petit peu du nombre d'exemplaires? Je crois qu'ils en ont vendu 500 sur toute la durée de la vie. Ah oui, donc de 78 à 82. À 82, 500 exemplaires. Ouais, c'est pas non plus. Enfin, il faut rappeler aussi qu'à l'époque, les constructeurs japonais étaient quand même soumis à des quotas d'importation. Oui. Qui a perduré, je crois que jusque quasiment les années 90. Hein, absolument. Au tout début des années 90. Et aujourd'hui, bon, les pièces ne sont pas facilement trouvables, mais sont trouvables. Si tu veux, il y a des garages, il y a un garage à Villejuif qui est spécialisé dans la voiture, dans la japonaise de collection comme ça, dans la Honda de collection. Et visiblement, ils bossent bien les types. Bon, j'ai pas pu la conduire encore sur route, mais franchement, en ville, elle est idéale quoi. Hein. Ah oui. Le gabarit est petit. Ce qu'il y avait aussi dans les voitures de l'époque, c'est qu'une visibilité périphérique est quand même géniale, même si c'est un coupé ici. Hein. Ah, on voit tout parfaitement. Ouais. Et franchement, une voiture encore moderne dans la circulation contemporaine. Exactement, c'est pas une voiture qui pose souci. Bah, t'as des pièces à changer, tu vois, là j'ai changé l'alternateur. Ça c'est de l'entretien classique, et sur une voiture qui a 45 ans. Tu vois, c'est des pièces, t'as de l'usure, elle est quand même en collection, donc c'est quand même une voiture. Mais c'est une voiture de collection que tu peux utiliser de façon assez régulière, tu vois, t'es pas sur une voiture de 1950 qui freine pas, qui avance pas. Qui freine pas, qui avance pas et qui en plus est compliqué à conduire. C'est aussi ce qui explique le succès de ce qu'on appelle les Youngtimers. Oui. Ce sont des voitures anciennes mais qui sont utilisables au quotidien. Ouais.